Actuellement, la Chine compte 600 organisations de façade qui opèrent aux États-Unis et qui cherchent à influencer différentes parties de la société. John Lenchowski est le fondateur, chancelier et président émérite de l'Institute of World Politics et a été le principal conseiller en affaires soviétiques auprès du président Ronald Reagan. Le problème, c'est que notre politique étrangère se concentre principalement sur la création de ce que je considère être une fausse atmosphère de paix, plutôt que sur une paix véritable. Dans nos réunions, on se contente de constater que l'Amérique n'arrive toujours pas à reconnaître pleinement l'ampleur de la menace de la Chine communiste et de discuter de ce qui devrait être fait. Le Parti communiste chinois fonctionne en réalité comme une organisation criminelle. Le régime chinois a tué entre 60 et 200 millions de ses propres citoyens. Bonjour, je suis Yann Yekelek, bienvenue dans American Thought Leaders. John Lenchowski, c'est un immense plaisir de vous recevoir dans American Thought Leaders. C'est un honneur et un plaisir d'être ici, Yann. Merci. John, j'ai lu votre article publié plus tôt cette année intitulé « Stratégie de guerre froide pour une paix véritable avec la Chine ». Vous dressez une liste des diverses actions offensives que le régime chinois a menées contre l'Amérique et l'Occident, notamment le fait qu'ils ont tenté d'approvisionner des gangs de Los Angeles en missiles Stinger. Pourquoi ne sommes-nous pas au courant de ces choses-là? Eh bien, il y a de nombreuses raisons, notamment l'incapacité de notre leadership au niveau national à dire la vérité aux gens sur ces actes d'agression à notre égard. Il y a une cécité volontaire, des illusions, du mimétisme et de la corruption. De nombreuses entreprises préfèrent tranquillement faire du commerce avec le régime communiste chinois, tout comme autrefois il y avait des entreprises qui voulaient gagner de l'argent en faisant des affaires avec soit la Russie, soit l'Allemagne nazie, avec l'Union soviétique, plus précisément. Il y a eu de l'autocensure sur ces sujets. Le milieu universitaire s'est trouvé corrompu par le régime communiste chinois. Les universitaires ont appris à se conformer à ce que j'appelle les 4 tabous. Quant aux journalistes, ils ne parlent pas des violations des droits de l'homme en Chine, du renforcement militaire chinois, de leurs opérations d'influence politique secrètes, dont beaucoup pourtant sont visibles. Et si vous n'écrivez rien dans vos journaux sur ces sujets interdits par le régime chinois, alors vous aurez la possibilité d'obtenir un visa pour la Chine et vous pourrez vous rendre dans le pays sur lequel vous faites vos recherches. Votre bureau du New York Times à Pékin ne sera pas fermé et vous ne serez pas expulsé pour avoir écrit des choses que le régime communiste chinois juge inacceptables. Donc, il y a de nombreuses raisons à cela. Certes, mais tout de même, toutes ces choses que vous venez de décrire, elles sont en partie couvertes par la presse aujourd'hui. Les violations des droits de l'homme, plus que le reste, dans une meilleure mesure. Mais pendant des années, le New York Times et le Washington Post, notamment, ont reçu des millions de dollars du ministère chinois de la propagande qui les payait pour publier de la propagande communiste chinoise, via leur supplément China Watch. Et pendant tout ce temps, on ne sait pas dans quelle mesure ce supplément a pu influencer les gens. Ce supplément était conçu pour donner l'impression aux lecteurs que la Chine est un pays dynamique, culturellement riche, innovant, soit essentiellement une société normale et un concurrent naturel des États-Unis. Mais il était surtout conçu pour masquer les intentions agressives du régime communiste chinois et les actes d'agression qu'il a réellement menés contre nous. Et pendant ce temps, alors qu'ils acceptaient tout cet argent de Pékin, ils ne traitaient pas des sujets liés aux 4 tabous. Si, ils parlent un peu des droits de l'homme, un peu. Parce que lorsque les administrations républicaines ou démocrates déclarent que le régime communiste commet un génocide contre les musulmans ouïghours dans la province du Xinjiang, en Turkestan oriental, ils n'ont pas le choix, il faut bien que quelqu'un écrive un article sur ça. Mais presque rien n'est écrit sur les prélèvements d'organes forcés, sur les avortements forcés, sur la persécution de divers groupes religieux. Et vous ne lisez rien dans le Washington Post et le New York Times sur les activités militaires et d'espionnage qui menacent la sécurité
nationale des pays occidentaux. Les chaînes de télévision font la même chose. Cette corruption, le fait d'accepter de l'argent chinois pour publier la propagande communiste chinoise, on a réussi à prouver son existence au grand jour. Je pense qu'ils ont arrêté de faire ça, je ne vois plus le supplément China Watch nulle part. Mais d'autres journaux faisaient également ça, par exemple le Des Moines Register. Et puis, regardez les think tanks. Environ une demi-douzaine, peut-être 7 ou 8 think tanks prestigieux, ont accepté de l'argent provenant d'organisations de façade des services de renseignement chinois et mené des projets conjoints avec eux. Je parle ici d'importantes institutions comme la Brookings Institution, la Carnegie Endowment for International Peace, le Carter Center et mon ancienne école, la Johns Hopkins School of Advanced International Studies. C'est scandaleux, proprement scandaleux. Et certains de ces think tanks, comme la Carnegie Endowment, embauchaient même des agents des services de renseignement chinois au sein de leurs équipes. Les institutions universitaires sont dépendantes des étudiants chinois car ceux-ci paient la totalité de leurs frais de scolarité. Beaucoup de ces étudiants se dirigent vers les départements de sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, les STEM. Nombre d'entre eux ont déjà des diplômes avancés en ingénierie par exemple, et pourtant ils cherchent à obtenir ces mêmes diplômes dans des institutions américaines. Pourquoi veulent-ils un diplôme en double ? Parce qu'ils ont appris les bases de leur domaine en Chine et maintenant qu'ils sont aux États-Unis, ils veulent savoir sur quelles recherches de pointe leurs professeurs travaillent et il leur est d'autant plus facile de voler le résultat de ces travaux et de les rapporter au MSS chinois, leur service de renseignement. Il y a donc de nombreuses raisons pour lesquelles les gens ne sont pas mis au courant de cela. Mais le plus grand problème vient du fait que nos dirigeants, qui ont accès à au moins une partie de ces renseignements, ne relayent pas ces faits au grand public. En revanche, si l'on regarde Ronald Reagan et son administration à l'époque, il nous mettait en garde contre le renforcement militaire soviétique tout au long des années 1970. Il s'inquiétait de la politique de détente, qui correspond en gros à la politique actuelle d'engagement avec le régime communiste chinois. En novembre 1982, Reagan a prononcé un discours télévisé sur la menace militaire soviétique et sur la façon dont l'armement soviétique ne cessait de croître tandis que le nôtre déclinait. Il a contribué à bâtir un consensus en faveur de la défense dans ce pays qui a eu des effets extrêmement bénéfiques. Justement, vous êtes très familier de tout cela. Vous avez travaillé au sein de son Conseil de sécurité nationale à l'époque, avant de fonder l'Institut de politique mondiale. Vous décrivez la situation générale au cours des 40 dernières années. Mais êtes-vous d'accord pour dire que les choses ont considérablement changé au cours des 5, 7 ou 8 dernières années? Well, I think that what has changed is that Xi Jinping. Ce qui a changé, c'est que Xi Jinping a décidé de ne plus prendre de gants. À bien des égards, le grand stratège derrière l'ascension mondiale de la Chine a été Deng Xiaoping, qui disait que la Chine devait cacher ses forces et attendre son heure. C'était un maître de la manipulation stratégique telle que l'exerce le régime chinois, et c'était la même chose en Union soviétique. Et cela consistait à dire « Nous ne sommes plus communistes. Nous avons changé. Nous ne sommes qu'un groupe de bonnes personnes. Nous vous proposons des matchs de ping-pong et des pandas. Vous pouvez prendre nos pandas dans vos bras et nous ferons de bonnes affaires ensemble et tout le monde sera heureux. » Et pendant tout ce temps, la Chine se construisait et volait nos technologies. Un ancien directeur de la NSA a expliqué que le vol de propriété intellectuelle commis par les services de renseignement chinois, leurs étudiants ou leurs délégations commerciales, soi-disant amicales, est le plus grand vol de propriété intellectuelle de l'histoire du monde. Et cela se fait à nos dépens, au détriment de notre capacité à être compétitifs économiquement dans le monde, et cela compromet notre avantage concurrentiel dans les technologies militaires et de renseignement. Nous nous sommes laissés convaincre que le régime communiste chinois n'était plus communiste. Et par conséquent, s'ils ont réellement changé, comme le thème de la tromperie stratégique nous le dit, cela veut dire, par définition, qu'ils n'ont plus d'objectifs illimités sur la scène mondiale.
Accepter de se faire tromper de la sorte est la même erreur intellectuelle que celle de croire que l'objectif de Lebensraum d'Hitler, qui voulait en fait plus d'espace pour le peuple allemand, n'était pas fondamentalement différent des ambitions impériales du Kaiser, qui étaient limitées. Le Kaiser voulait simplement que l'Allemagne ait sa place au soleil, comme on dit, aux côtés des autres grandes puissances impériales d'Europe. Pourquoi l'Allemagne ne pourrait-elle pas avoir un empire aussi ? Donc, si Hitler n'est pas différent du Kaiser, et s'il a effectivement des objectifs limités, alors peut-être que ces objectifs limités peuvent être accommodés, peut-être même apaisés. Mais en fait, si vous avez affaire à une puissance gourmande, qui a une ambition révolutionnaire et idéologique et vise des objectifs sans limite, alors jouer l'apaisement ne fera qu'attiser leur appétit. Cela peut sembler évident pour certaines personnes, mais que signifient exactement ces objectifs sans limite dont on parle et comment peut-on les reconnaître? C'est probablement une question essentielle. C'est dans la nature même de l'idéologie. Le marxisme-léninisme prévoit la victoire inévitable du communisme mondial, fondé sur la lutte des classes prolétariennes contre la classe des oppresseurs. La Chine communiste défend une variante de cela. Ils affirment que leur idéologie centrale, et ils le réitèrent tout le temps, comme ils l'ont fait cet été lors du plénum du Parti communiste, est le marxisme-léninisme avec des caractéristiques chinoises. Ils insistent sur l'importance de la pensée de Xi Jinping. Et donc dans le cas des Chinois, et je ne pense pas que le régime représente le peuple chinois, je considère qu'il l'opprime, au contraire, mais ce que le régime cherche à faire, c'est exacerber le nationalisme chinois sur la scène mondiale. Les soviétiques ont aussi essayé de faire cela à certaines époques, notamment lorsqu'ils ont été menacés par Hitler et qu'ils ont dû lancer la Grande Guerre patriotique. Ce n'était plus la Grande Guerre des classes cette fois-ci, mais la Grande Guerre patriotique. Ils ont révisé l'histoire russe, jeté les héros historiques russes dans les oubliettes afin de détruire la mémoire nationale et recréer une nouvelle identité nationale. Mais tout d'un coup, ils avaient besoin de mobiliser toutes les forces du pays pour combattre les nazis. Alors, ils ont réhabilité ces héros du passé, Alexandre Nevsky et les autres. Ils ont sorti les prêtres orthodoxes russes du goulag et leur ont permis de retourner dans leurs églises en raison de la relation étroite qui lie la religion orthodoxe et l'identité russe. Ces personnes croupissaient dans des camps de travail quand elles étaient encore en vie, mais maintenant, elles allaient être mobilisées dans un grand effort de guerre nationaliste. Et bien sûr, vous savez, beaucoup de personnes dans les cercles de la politique étrangère, quand vous leur demandez ce qu'ils connaissent des objectifs soviétiques dans le monde et comment fonctionne leur politique étrangère, eh bien, ils vous diront que c'est un mélange de marxisme-léninisme et d'intérêt national russe, de nationalisme russe. Pourquoi pas, il a pu effectivement y avoir une telle combinaison, mais quelle en est la dominante ? À mon avis, et pour faire court, c'est le recours par le Parti communiste au nationalisme russe dans son plan de bataille. Et le régime communiste chinois fait exactement la même chose. Il tente de mobiliser la fierté nationale chinoise, la régénération de la nation chinoise et la restauration de l'empire du milieu. Mais en fin de compte, ce qu'ils veulent, c'est contrôler et dominer les États tributaires du monde. Le marxisme-léninisme définit une nouvelle forme de relation internationale. Et c'est cela, l'internationalisme prolétarien. Vous n'entendez plus beaucoup le régime communiste chinois utiliser cette expression, car c'est une expression soviétique, et ils préfèrent appeler cela une nouvelle forme de relation internationale. Eh bien, qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que les relations internationales ne seront plus menées d'État à État, le concept de nation lui-même étant devenu trop dangereux pour les communistes. Le gouvernement de l'État-nation, selon les communistes, est au cœur de l'oppression des peuples. C'est pourquoi l'État doit lentement s'effacer et, selon les prophéties communistes, il s'effacera forcément. Et alors, comment les relations seront-elles menées à l'échelle mondiale parmi les peuples ? Tout simplement, elles seront menées sur une base de parti à parti, car selon eux, le parti est le véritable représentant du peuple. Comment la Chine mène-t-elle ses relations avec la Corée du Nord, par exemple ? Pas par le biais du ministère des Affaires étrangères, pas par les instruments de l'État.
Elles sont menées de parti à parti. Donc, même s'il n'utilise pas cette expression, le régime communiste chinois poursuit de facto une politique d'internationalisme prolétarien. Et vous pouvez extrapoler cela au reste du monde en ce qui concerne les ambitions chinoises. D'abord, ils vont se créer un système d'État tributaire. Ensuite, ces systèmes étatiques sont appelés à s'effacer et les choses seront menées sur une base de parti à parti, ce qui est le seul moyen pour le régime chinois de se sentir pleinement en sécurité, sans avoir d'États-nations normaux, et donc de concepts d'autodétermination, de consentement des gouvernés et autres formes d'autorité de l'État. Quel est l'instrument légitimant de l'autorité de l'État en Chine? C'est le marxisme-léninisme avec des caractéristiques chinoises. Beaucoup de personnes, y compris des sinologues très éminents pour lesquels j'ai un grand respect, nous disent que la plupart des gens en Chine ne croient plus au communisme. Il s'est passé quelque chose. Y compris parmi les membres du parti. Oui. En fait, nous avons affaire au naufrage catastrophique du mimétisme. Le mimétisme est une méthodologie traîtresse qui consiste à voir d'autres cultures comme étant exactement comme la vôtre. Et donc, l'hypothèse ici, pour ceux qui observent la Chine, y compris des sinologues éminents et autrement très réfléchis, est qu'il faut croire en une idéologie pour qu'elle soit opérationnelle politiquement. Mais ce n'est pas le cas. Ce n'était pas le cas en Union soviétique et ce n'est pas le cas en Chine. Il faut étudier l'idéologie, non seulement pour comprendre quels sont ses principes directeurs ou ses principes contraignants, mais il faut aussi comprendre quelles sont ses fonctions au sein du système. Et en Chine, comme dans d'autres pays communistes, comme en Corée du Nord, l'idéologie remplit deux fonctions fondamentales. La première est de légitimer le régime au pouvoir, d'expliquer pourquoi le parti est légitime dans son pouvoir. Ici, c'est l'idéologie marxiste-léniniste qui leur fournit cette légitimité. C'est leur principal instrument. Ils ont des instruments auxiliaires également. Ils aiment dire « Nous sommes des patriotes chinois qui construisons la nation chinoise ». Ils disent aussi « Nous présidons une économie en croissance et nous avons sorti des millions de gens de la pauvreté ». Mais tout cela est accessoire. Nous nous faisons justice pour le siècle de l'humiliation que la Chine a vécu, par exemple. Oui, absolument. Et ils disent « Personne d'autre que nous n'aurait pu le faire. Nous sommes les seuls à avoir rendu cela possible. » Les Soviétiques disaient plus ou moins la même chose. « Nous sommes peut-être des salauds, mais nous sommes vos salauds à vous. Nous sommes les seuls à avoir pu chasser les nazis, disait-il. Les Chinois ont une variante de tout cela eux-mêmes. Donc, la légitimation est une fonction essentielle. Mais l'autre fonction essentielle est la sécurité intérieure. Le régime chinois est un régime illégitime. Il gouverne sans le consentement des gouvernés. Il a donc un problème de sécurité intérieure. Il a peur de son propre peuple. Et donc, quand vous avez peur du peuple, vous mettez en place un immense système de sécurité intérieure avec des informateurs partout. Ensuite, il y a le laogai, le goulag chinois, que personne ne connaît, car les médias n'en parlent jamais. Ensuite, vous avez le contrôle du capital, un contrôle étendu sur l'économie. Vous avez un contrôle sur la pénétration de chaque corps organisé au sein du pays. Vous contrôlez l'éducation, les divertissements, et vous brouillez les émissions de radio étrangères. Il y a tellement d'aspects du contrôle totalitaire en Chine. Alors, où l'idéologie s'intègre-t-elle dans tout cela? L'idéologie est l'élément central du totalitarisme à bien des égards, car elle établit la norme de conformité. La conformité du langage, de la pensée, le contrôle de la pensée et, en fin de compte, le contrôle du comportement. Elle fixe la norme contre laquelle on mesure le déviationnisme. C'est l'équivalent du rythme de marche imposé aux soldats. Pourquoi les armées font-elles marcher les soldats au pas? Pour les soustraire à leur individualité et insister sur l'obéissance, car vous ne pouvez pas mener d'opération militaire correctement à moins que tout le monde obéisse aux ordres. Si vous ne marchez pas au rythme du tambour, le sergent peut vous identifier comme un non-conformiste, un dissident ou quelqu'un qui enfreint le principe de la discipline politique, et cette personne peut alors être envoyée en correction ou punie.
Vous devez avoir une ligne de parti et tout le monde doit répéter les mensonges, même si les mensonges changent en fonction des besoins du parti à tout moment donné. Quand j'ai fait des recherches doctorales en Union soviétique, vous ne pouviez pas obtenir un ancien numéro de Pravda dans les bibliothèques soviétiques, car ils ne voulaient pas que leur propre peuple lise ce qu'ils avaient publié 6 mois auparavant. Bien évidemment, je pouvais quand même obtenir tout cela à la bibliothèque du Congrès américain. Ce que je veux dire, c'est que la ligne du parti va changer, mais que la discipline doit être maintenue. Vous maintenez la conformité idéologique et comportementale parmi la population. Et donc, fondamentalement, John, ce que vous me dites, c'est que la croyance en l'idéologie est complètement hors de propos. Oui, c'est exactement ça. Vous n'avez pas besoin d'y croire pour qu'elle soit politiquement opérationnelle dans le système. Le marxisme-léninisme est une théorie de la connaissance, une théorie de l'histoire, une théorie de la société et de l'économie pour prendre et se maintenir au pouvoir. Et donc, en tant qu'idéologie de pouvoir, c'est là que Lénine a permis au moins cette innovation majeure. Il a créé le concept du révolutionnaire professionnel et il a ensuite créé l'idée selon laquelle il faut toujours adhérer à la ligne idéologique du parti. Parce que si vous avez une forte conformité à la ligne du parti, alors tout le monde marche ensemble et agit ensemble. Et s'il y a des divergences par rapport à la ligne du parti, alors il risque d'y avoir un manque de discipline en termes d'action. C'est la seule façon par laquelle ils peuvent prendre le pouvoir, exercer le pouvoir et le garder. La discipline au sein du parti est donc une question cruciale dans les pays communistes, et elle l'est particulièrement en Chine. Xi Jinping a mené des purges massives de divers fonctionnaires, visant notamment des cadres très hauts placés au sein du parti sous prétexte de corruption. Eh bien, il y a deux façons d'interpréter ce qu'ils appellent corruption. L'une est qu'il s'agit simplement d'une façon de punir quelqu'un qui n'est pas jugé suffisamment loyal et soumis à Xi Jinping et au collectif du parti. Mais cela peut aussi signifier un manque de discipline au sein du parti. Dans l'ancienne Union soviétique, cela s'appelait Partynost, qui signifie esprit de parti. Et l'un des grands problèmes dans l'ancienne Union soviétique, c'était que le parti commençait à devenir véritablement corrompu. Il était corrompu par les acteurs de l'économie souterraine. Et puis, les membres du parti ont commencé à investir dans l'économie souterraine et à développer des intérêts personnels qui allaient à l'encontre des intérêts du parti. Ainsi, Gorbatchev et avant lui Andropov ont mené d'énormes purges et des procès à l'encontre de certains membres du parti afin de restaurer la discipline au sein du parti. Eh bien, les communistes chinois s'inspirent de ces mêmes méthodes. Ils ont essayé de rendre possible qu'un membre du parti puisse aussi s'enrichir. Mais trop de recherche d'intérêt personnel peut fausser les priorités d'un fonctionnaire et d'un membre du parti. Et bien sûr, cet intérêt personnel signifie que la personne agit avant tout en tant qu'individu et non plus en tant que robot idéologique discipliné. Or, le parti veut des robots idéologiques disciplinés. Et donc, quand ils commencent à diverger, quand ils commencent à exercer un peu d'humanité, un peu d'individualisme, c'est à ce moment-là qu'ils deviennent une menace pour la cohésion et le pouvoir du parti. L'idéologie est le moyen d'imposer tout cela. Vous avez mentionné plus tôt que vous insistiez pour faire la distinction entre le peuple chinois et le régime lui-même, et je suis un fervent défenseur de cette idée depuis des décennies. Et je me souviens que cette distinction a été défendue par le secrétaire d'État américain Mike Pompeo à l'époque, si je me souviens bien, à titre officiel. J'avais trouvé cela remarquable car je n'avais jamais entendu une telle chose de la part du gouvernement américain auparavant. Pourquoi est-ce si important? Well, ultimately, En fin de compte, il faut savoir que les États-Unis et l'Occident et tous ceux en Asie qui partagent l'esprit de l'Occident et qui se soucient de la liberté sont engagés depuis 100 ans dans une lutte contre le totalitarisme. Le problème est que la guerre contre le totalitarisme ne se limite pas aux grandes puissances. Elle se déroule aussi au sein de chacune de nos sociétés. La guerre contre le totalitarisme se déroule aussi en Chine entre le régime communiste et certains segments du peuple chinois.
Et il y a tellement de gens en Chine qui, bien sûr, ne se battent pas contre tout cela, car elles ont accepté leur sort, ce qui est exactement ce que le parti veut qu'elles fassent. Elles sont dans un état d'impuissance, de désespoir, atténué un peu par certaines améliorations matérielles dans leur vie, dans la mesure où certaines personnes atteignent un statut de classe moyenne. Mais fondamentalement, le parti veut qu'elles soient dans un état de résignation, qu'elles comprennent que toute résistance est futile face à la justice capricieuse et arbitraire des apparatchiks du parti. Et les gens doivent s'y résigner. C'est ainsi que la vie fonctionne en Chine, et des millions, voire des centaines de millions de personnes acceptent leur sort et croient que toute résistance est futile. Mais il y a ceux qui ont encore l'esprit de vouloir obtenir une véritable liberté. Et donc, ce qui est stratégique dans la distinction entre le régime et le peuple, c'est que le peuple est, et devrait être de facto, les alliés de ceux d'entre nous en Occident qui croient vraiment en la liberté et en ses droits humains inaliénables. Je repense aux années Reagan. Il y avait une politique d'engagement à l'époque, mais il ne semble pas y avoir un grand effort de la part des États-Unis aujourd'hui. Well, the reason for that is that there is a view. Eh bien, cela tient au fait que certaines équipes du gouvernement américain, notamment sous Biden, estiment que le régime communiste chinois est une caractéristique permanente sur la scène mondiale, qu'il ne changera jamais, qu'il ne peut pas changer et que nous ne devrions pas essayer de le changer. Sur la base de cette prémisse, cela signifie que nous devons apprendre à cohabiter avec lui si nous ne voulons pas une guerre nucléaire. Ils estiment que nous devons essayer de créer une sorte de paix avec eux. Le problème est que nos politiques étrangères cherchent surtout à créer ce que j'appelle de fausses atmosphères de paix et non pas la paix véritable. Par exemple, dans le cas de l'Union soviétique, lors de la détente, les gouvernements signaient des accords de contrôle des armements. Eh bien, ils aimeraient bien se contenter de faire la même chose avec la Chine aujourd'hui et avoir de simples accords de contrôle des armements avec eux. Et alors, il y aurait une grande cérémonie de signature de traités, et il y aurait du champagne, des poignées de main, des accolades et des embrassades, comme à l'époque de la détente des années 1970. Il n'y a rien de tel que de conclure des accords qui donnent l'impression que la paix est arrivée. Toutes sortes d'accords peuvent être signés, des accords d'échange et ainsi de suite, qui donnent l'impression que nous entretenons des relations harmonieuses. Mais c'est en réalité une façade, les communistes chinois adorent créer ces atmosphères trompeuses de paix, car cela leur permet de masquer la course à l'armement auquel ils se livrent, de masquer leurs activités d'espionnage et leurs opérations d'influence. Les Chinois ont 600 organisations de façade rien qu'aux États-Unis, par le biais desquelles ils cherchent à influencer toutes sortes de segments de notre société. Et ils ont leurs instituts Confucius. Ils ont toutes ces autres choses. Il y a cette hypothèse donc, selon laquelle le régime serait le représentant du peuple, mais ça n'est évidemment pas le cas, et personne ne veut dire la vérité à ce sujet, ou très peu de gens. L'ancien vice-président Mike Pence a prononcé un discours révolutionnaire à l'Hudson Institute allant dans ce sens. Nous devons réfléchir à la manière de nous connecter avec nos alliés basés en Chine. Mais la politique étrangère de nos pays n'aborde pas les choses sous cet angle. Justement, j'allais le dire, cette façon de voir les choses ne se limite pas vraiment à l'administration Biden. C'est en quelque sorte l'approche de facto que tout le monde suit, avec peut-être une ou deux rares exceptions ici et là, comme vous venez de le dire. Je pense aussi que certaines personnes s'imaginent que ces atmosphères de paix peuvent permettre l'avènement d'une paix réelle. Et c'est totalement erroné. Les atmosphères de paix n'apportent aucun désagrément au régime communiste chinois, car ils savent exactement ce qu'ils font. Mais cela nuit aux Occidentaux, car cela a pour effet de les désarmer psychologiquement et intellectuellement. L'un des éléments clés de la stratégie chinoise et de la dissimulation stratégique chinoise est de désarmer psychologiquement les Occidentaux. Une fois que nous nous sommes convaincus que la Chine n'est pas une menace, il n'est plus nécessaire de maintenir des défenses. Il n'est plus nécessaire de s'inquiéter des armes spatiales chinoises, ni des missiles hypersoniques chinois, et de développer des défenses contre eux. Il n'y a absolument aucun sentiment d'urgence à cet égard, et de toute façon, la marine chinoise est déjà plus imposante que la marine américaine. Mais bien sûr, il y a ce vieil adage qui dit que Dieu se tient généralement du côté des escadrilles les plus imposantes. L'inertie bureaucratique, lorsqu'il s'agit de la course aux armements,
persiste. Il n'y a pas de consensus sur la défense ni d'incitation à la vigilance parmi le public, alors que l'on sait qu'il y a quelque chose comme 25 000 collecteurs de renseignements chinois dans ce pays. Ces chiffres viennent directement du bureau du contre-espionnage américain. Mais bien que le directeur du FBI ait fait quelques déclarations à ce sujet, il n'a pas pleinement décrit la gravité de la menace. Nous parlions plutôt de cette idée d'adopter une posture offensive contre la Chine et je disais que le seul fait d'envisager cela provoque une gêne chez certains, mais en réalité c'est une question de réciprocité. S'il y a agression d'un côté mais pas de l'autre, on ne va pas s'en sortir. C'est exact. Les Américains n'ont eu de cesse de répéter qu'ils ne voulaient pas que les relations avec la Chine entrent dans une zone de guerre froide. Eh bien, excusez-moi, messieurs, dames, mais les Chinois mènent une guerre froide contre nous, et ce, depuis longtemps. Excusez-moi, je pense que nous avons besoin d'un peu de défense contre tout cela. Et d'ailleurs, une stratégie offensive, une stratégie de réciprocité, ne signifie pas entrer en guerre au sens conventionnel du terme. Cela signifie utiliser certains des instruments non cinétiques d'influence politique et même de conflits qui sont totalement négligés aujourd'hui. Par exemple, dans une guerre, comme le dit Clausewitz, vous devez vous attaquer au centre de gravité de l'adversaire. Quel est le centre de gravité en Chine? Selon moi, c'est le système de sécurité intérieur du Parti communiste chinois. Et le noyau de ce système de sécurité intérieure est la ligne idéologique du parti combinée à leur monopole des communications et de l'information. L'un des éléments clés de leur contrôle totalitaire est d'atomiser la société, de séparer chaque individu les uns des autres en créant une atmosphère de peur et de méfiance. Vous commencez par vivre dans la peur et la méfiance parce que vous ne savez pas qui sont les informateurs, et vous ne pouvez pas parler franchement à qui que ce soit car vous pourriez être dénoncé à la police secrète. Le monopole des communications et de l'information signifie que les gens ne peuvent pas s'organiser en cellules de résistance contre le régime. C'est l'importance stratégique de l'atomisation. Ainsi, un moyen de combattre cette atomisation et cette résignation selon laquelle toute résistance est impossible et futile est de communiquer avec la population. Tout d'abord, pour leur faire savoir qu'ils ne sont pas seuls. Lorsque nous nous censurons sur la nature du régime chinois, sur les méthodes totalitaires, oppressives et mauvaises par lesquelles il exerce le pouvoir contre son propre peuple et contre des groupes minoritaires, que ce soit les musulmans, les Ouïghours, les Mongols, les Tibétains ou le Falun Gong, nous faisons du tort à ces gens-là. Au contraire, nous devons briser ce monopole des communications et de l'information en diffusant des ondes courtes, des ondes moyennes et des radios numériques qui représentent la révolution numérique appliquée à la diffusion internationale. Nous devons avoir un projet de type Manhattan pour aider à briser le grand pare-feu chinois. Nous devons explorer les communications par satellite, toutes les méthodes possibles. Par exemple, en Corée du Nord, les dissidents et les déserteurs qui parviennent à s'enfuir, quelle est la première chose qu'ils veulent faire? Ils veulent travailler à la diffusion d'informations en Corée du Nord. Ils envoient des ballons avec des tracts au-dessus de la zone démilitarisée vers la Corée du Nord. Ils mettent des messages et des tracts ainsi que des clés USB dans des bouteilles avec du riz, les bouchent et les jettent à la mer, et les courants apportent ces bouteilles sur la côte nord-coréenne. Et les gens, qui sont affamés à la fois de riz et de vérité, trouvent ces bouteilles. Ce que je veux dire, c'est que chaque méthode de communication doit être utilisée et nous devons faire preuve de créativité à ce sujet. Les gens ne peuvent pas naviguer de manière sécurisée sur Internet en Chine. Donc ce type de diffusion aide énormément. Pendant la guerre froide, Alexandre Solzhenitsyn, le grand auteur russe, appelait les stations de radio Voice of America, Radio Free Europe et Radio Liberty, les armes les plus puissantes des Américains pendant la guerre froide. Comment de simples radios pourraient-elles être les armes les plus puissantes? Parce qu'elles apportent la vérité aux gens. Les gens avaient soif de vérité, presque plus qu'ils n'avaient faim de nourriture. Ces radios redonnaient aux gens leur histoire. Nous leur donnions des idées différentes, des idées démocratiques. Imaginez les droits humains inaliénables, le respect de la dignité de la personne humaine, l'état de droit, la séparation des pouvoirs, les contre-pouvoirs, des idées incroyables. Mais nous devons être confiants dans ces idées.
Les gens n'étudient plus l'éducation civique. Les gens ne lisent plus les anciens traités comme par exemple les Federalist Papers. Ils n'ont aucune idée des arguments qui justifient l'importance de notre Constitution. C'est une chose étonnante pourtant que de se plonger dans ce type de documents et de s'interroger sur par exemple la Déclaration des droits de l'homme. Un jour à Varsovie, un homme est monté dans un bus, nous sommes au milieu des années 1950, et a commencé à siffler une chanson qu'il avait entendue sur Radio Free Europe, une chanson que vous ne pouviez pas entendre sur les stations communistes locales. Et très rapidement, 15 secondes plus tard, quelqu'un d'autre s'est mis à siffler la même chanson, puis un autre, puis encore un autre. Et bientôt tout le bus sifflait la chanson, et ils se regardaient tous comme pour la première fois. En général, ils étaient silencieux et ne communiquaient pas. Ils étaient atomisés, des individus atomisés. Et ils se sont regardés et se sont dit « Nous sommes tous des auditeurs secrets d'une station de radio subversive et nous écoutons ces radios alors que nous savons que nous risquons de gros problèmes. » Et peut-être que grâce à cela, ils pouvaient commencer à avoir des conversations de confiance entre eux. Et bien sûr, c'est la foi commune dans le catholicisme en Pologne qui a aidé à unir des millions de personnes dans la résistance au régime communiste, ce qui explique pourquoi aider les groupes religieux en Chine, quels qu'ils soient, est absolument essentiel. On se contenterait seulement de faire preuve de réciprocité vis-à-vis du gouvernement chinois et de ses interférences. Mais vous savez, nous sommes tellement peu habitués à faire preuve de réciprocité dans notre monde diplomatique. J'ai témoigné devant le Congrès à ce sujet. À un moment donné, nous avons donné aux communistes de Pékin plus de 180 visas pour les journalistes et les médias du PCC. Pékin nous en a donné 2 pour Voice of America, mais pas un 3e dont on avait besoin pour un correspondant à Shanghai. Nous sommes-nous plaints de ce manque de réciprocité? Non. Pendant la guerre froide, il y avait plus d'agents du KGB travaillant dans l'ambassade américaine à Moscou qu'il n'y avait d'Américains. Pendant ce temps-là, il y avait 0 Américain dans l'ambassade soviétique à Washington. Comment avons-nous permis cela? Il y a plus d'agents du KGB dans notre ambassade à Moscou, et quand le département d'État a été interrogé à ce sujet, ils ont dit « Oh, il est vraiment difficile de trouver des logements pour les Américains à Moscou. » Le Conseil présidentiel pour le renseignement étranger leur a demandé « Est-il facile pour les Soviétiques de trouver des logements ici à Washington ?» Et la réponse était « Oui, bien évidemment. » Pourquoi est-il facile pour eux de trouver des logements alors que pour nous c'est difficile? Leur réponse, en gros, c'est que nous sommes au-dessus de tout cela. Nous sommes plus matures qu'eux. La façon dont ils se comportent, ça les regarde. Ils estiment que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter des actions agressives de la Chine. Nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de la guerre de la drogue qu'ils mènent contre nous. Nous sommes tellement au-dessus de tout cela que nous laissons nos citoyens mourir d'overdose de fentanyl chaque année à cause du fentanyl produit en Chine, comme le régime de Pékin le sait très bien, et qui est envoyé ici. D'abord, c'était envoyé directement par la poste. Maintenant, ils l'envoient via les cartels au Mexique. Et notre gouvernement laisse la frontière ouverte et le fentanyl peut entrer et causer la mort de dizaines de milliers de gens. Je ne dis pas qu'il faut envoyer du fentanyl en Chine. Je dis qu'il faut rentrer en communication avec le peuple chinois. Érigeons quelques défenses contre tout cela. Il y a beaucoup d'actions défensives qui peuvent être entreprises. Nous avons besoin de plus de contre-espionnage et qu'il soit meilleur. Nous devons restreindre l'entrée des collecteurs de renseignements chinois en Occident. Nous devons avoir une politique de sécurité technologique plus stricte. Nous devons arrêter de dépendre des chaînes d'approvisionnement chinoises pour les terres rares, pour nos produits pharmaceutiques et pour toutes sortes d'autres choses. C'est ridicule que nous ayons des semi-conducteurs chinois intégrés dans les systèmes militaires américains. C'est ridicule que nous permettions à des Chinois de travailler dans certaines de nos entreprises de défense les plus sensibles, puis de leur permettre de retourner en Chine chaque année pour rendre visite à leur famille. En fait, à partir du moment où vous êtes chinois, même si vous n'êtes pas activement recruté comme agent, vous êtes de facto fortement incité à partager toute information avec le régime communiste, même si ce type d'information est sensible. Et si vous avez travaillé dans un endroit très sensible, il est très probable que vous soyez sollicité pour partager les informations auxquelles vous avez accès.
Et la loi sur la sécurité chinoise exige que tout le monde partage ces informations avec les services de renseignement chinois lorsqu'on leur en fait la demande. C'est inscrit dans la loi du Parti communiste chinois. Si vous êtes étudiant en ingénierie quelque part en Occident, vous n'êtes pas forcément un agent formé par les services de renseignement chinois. Mais ce sur quoi le professeur X travaille au MIT, vous devez le rapporter. Et bien sûr, le MIT laisse entrer toutes ces personnes et leur permet d'accéder à la technologie de pointe. Pendant des années, nous avons permis à des scientifiques chinois de faire 5000 visites par an dans nos laboratoires nationaux, où une visite correspond à un séjour de 2 semaines à 2 ans. C'est censé être une visite, non? 2 semaines à 2 ans. Et nos scientifiques naïfs, dans les laboratoires du pays qui n'ont pas été informés de cette menace, sont très heureux de partager leurs informations et leurs recherches avec tous ceux qui le demandent. Et il y a toutes sortes d'entreprises qui font la même chose. J'ai donné une conférence devant un groupe de personnes qui fabriquent des outils à la pointe de l'innovation et je leur ai dit, si vous avez quelque chose d'unique dans votre entreprise, ne permettez pas à un groupe d'affaires chinois, aussi sympathique et souriant soit-il, venu en touriste, de venir visiter vos installations. Ils prendront des notes sur quelle machine est placée où, comment elle est connectée à une autre machine et comment tout cela se dirige vers le centre de distribution. Et ensuite, ils ramèneront tout cela en Chine et ils vont tout reproduire et vous allez mettre la clé sous la porte 3 ans plus tard. L'un des cadres qui était présent m'a dit « Vous savez quoi ? Je gère un domaine viticole en Californie et j'ai une technologie de pointe très innovante. La semaine prochaine, je reçois une délégation d'hommes d'affaires chinois et ils sont très sympathiques et ils veulent en savoir beaucoup sur mon domaine viticole. Eh bien, j'avais l'intention de tout leur montrer, mais maintenant que je sais ce qu'ils comptent en faire, je vais juste les faire boire jusqu'à plus soif. Certains estiment que cela nous oblige logiquement à une sorte d'isolationnisme, que nous devons nous isoler. No, not whatsoever. I believe in free trade. Non, pas du tout. Je crois au libre-échange, vous savez, les prix sont établis par un accord entre adultes consentants. Mais lorsqu'un autre pays, comme la Chine, subventionne ses industries, empêche ses entreprises de faire faillite, alloue des capitaux selon ses priorités politiques et stratégiques, et mène une guerre économique de facto contre nous, causant les faillites de nos propres entreprises. Par exemple, ils ont mis notre seule entreprise de terres rares en Californie hors d'affaires en inondant le marché international. Et maintenant, ils en restreignent l'accès, n'est-ce pas? Maintenant, ils en restreignent l'accès. Et nous devons protéger les entreprises orientées vers la sécurité nationale contre ce genre de menaces. Nous ne pouvons tout simplement pas accepter la situation et dire, comme certains libre-échangistes mondialistes, que le consommateur en Occident est subventionné par les bas prix chinois et que nous devrions accepter ces subventions avec joie. Excusez-moi, mais non, ce n'est pas ça, un marché libre. Ce n'est pas une transaction capitaliste de type marché libre. Quand le régime chinois entre sur le marché en subventionnant ses propres industries et en restreignant notre accès à leur marché, ce n'est pas un marché libre. Ce n'est pas véritablement un libre-échange. C'est une illusion, et c'est trompeur de l'appeler ainsi. Votre solution pour les entreprises qui ne travaillent pas dans le domaine de la sécurité nationale, par exemple les domaines viticoles, est tout simplement d'informer les gens de ce qui est susceptible de se produire s'ils choisissent de coopérer. Oui, c'est exposer les faits aux gens. Et le leadership américain, à l'exception de l'administration précédente, n'a pas dit la vérité. Et cela dure depuis des décennies, depuis la fin de la guerre froide. Ni les républicains ni les démocrates n'ont dit la vérité sur la menace croissante de la Chine communiste, parce qu'ils ne veulent pas faire d'amalgame entre le régime chinois et la nation chinoise. Mais nous devons mener un combat idéologique contre le régime communiste chinois. Eux-mêmes mènent un combat idéologique contre nous. Ils soutiennent les groupes de gauche radicaux. Ils soutiennent la balkanisation de nos pays. Ils essaient de diviser nos pays, de les induire en erreur, de voler ce qui leur appartient, et ainsi de suite. Le régime communiste soviétique s'est effondré. Le Parti communiste chinois peut lui aussi s'effondrer. Il n'y a aucune raison pour laquelle il faudrait construire une politique étrangère qui ne prenne pas en compte cette possibilité.
Le régime chinois a tué entre 60 et 200 millions de ses propres citoyens. C'est une idéologie qui a imposé un relativisme moral au peuple chinois, qui est en contradiction avec les concepts confucéens, taoïstes, bouddhistes, et même dans la mesure où ils existent depuis un certain temps les religions chrétiennes chinoises. Le relativisme moral du marxisme-léninisme est en contradiction totale avec les concepts chrétiens et musulmans de loi divine et les concepts du chemin du ciel des religions orientales. Le gouvernement américain est totalement incapable, intellectuellement et bureaucratiquement, de mener une compétition idéologique, en grande partie parce que des pans entiers de l'élite américaine ne croient plus aux idées fondamentales qui sont à la base de l'Amérique et de la civilisation occidentale. Ils ont adhéré au même type de relativisme qui est au fondement du marxisme-léninisme. C'est donc un vrai problème. Qu'en est-il de la guerre politique ? Eh bien, vous savez, nous devons anathématiser le régime communiste chinois. Il n'y a jamais eu de procès de type Nuremberg pour le communisme, et la raison pour laquelle ça ne s'est jamais fait vient peut-être du fait qu'il y a tant de personnes dans ce pays qui sont devenues proches du communisme. L'anti-anticommunisme est une tendance très répandue au sein de grandes portions de l'intelligentsia américaine et de l'establishment de la politique étrangère américaine, et les anticommunistes sont considérés comme plus dangereux que les communistes eux-mêmes. Mais les anticommunistes n'ont pas massacré environ 40 millions de personnes en Union soviétique et 60, 80, 100 millions en Chine, 2 millions de Cambodgiens. Il y a encore des gens en Chine qui ont du sang sur les mains à cause de la révolution culturelle et du grand bond en avant. Il doit y avoir des comptes à rendre. L'idée d'un procès à la Nuremberg pour le communisme ne vient pas de moi. C'est de Vladimir Boukhovski, qui a été le premier dissident soviétique reçu dans le bureau ovale par un président américain, le président Carter, dans les années 1970. Un homme exceptionnel, fantastique, qui a passé un tiers de sa vie à l'Institut Serbski de psychiatrie légale, où ils ont essayé de lui administrer des médicaments lobotomisants pour le priver de sa volonté de résister. Mais il en est sorti et il a combattu les communistes. Il a reconnu que l'anathémisation du communisme était quelque chose qui était nécessaire. De temps en temps, il y a des gens au sein du Parti communiste qui font défection d'abord dans leur cœur, puis qui quittent réellement le parti. Boris Eltsine était l'un de ceux-là au sein de l'ancienne Union soviétique. Il était membre du Politburo qui a rompu avec le parti. Il a, à mon avis, davantage aidé à l'effondrement final du Parti communiste soviétique que Gorbatchev. Toujours est-il que nous devons essayer d'identifier et de soutenir ceux qui veulent quitter le parti. Pourquoi ne prêtons-nous pas attention au mouvement Tweedang ? Pour ceux qui ne le savent pas, c'est un mouvement de Chinois qui déclarent ne plus faire partie du parti. Le parti n'existerait pas si les gens ne prenaient pas la décision d'y adhérer. Et tant de gens y adhèrent pour des raisons d'opportunisme, de cynisme, pour le pouvoir, pour des opportunités commerciales, et ainsi de suite. Mais il y a d'autres personnes aussi, en nombre incalculable, nous ne savons pas combien, car ils font cela en secret, mais dans leur cœur, ils disent « Je ne coopérerai pas avec cette organisation monstrueuse, infamante, oppressive, meurtrière et agressive. » Le Parti communiste chinois fonctionne en réalité comme une organisation criminelle. C'est un fait. Nous devons commencer à employer un vocabulaire qui utilise plus de vérité dans le choix des mots. Quand Ronald Reagan a dit la vérité, il a mis fin à de nombreuses années d'autocensure par les présidents américains sur la nature du système soviétique. Et quand il a dit la vérité, quand il les a qualifiés d'empire du mal, ces mots ont résonné jusque dans les coins les plus sombres de l'archipel du Goulag. Et des gens comme Nathan Sharansky et d'autres ont entendu ces mots et ont dit « Tout d'un coup, il y a de l'espoir ». Il y a un petit garçon dans la cour qui refuse de répéter le grand mensonge. Quand nous nous censurons, quand nos dirigeants se censurent sur la nature d'un régime comme le régime chinois, les gens et ceux qui ont encore un esprit de résistance deviennent très démoralisés. Et ils se disent, eh bien, le régime est si puissant qu'il a réussi à faire dire au président des États-Unis que l'empereur qui est nu porte de beaux vêtements.
Si lui, qui est censé avoir la liberté de dire la vérité, ne peut pas le faire, alors quel espoir y a-t-il pour nous? Nous devons changer cette psychologie. Ronald Reagan l'a fait. Faisons ce qu'il a fait pour mener la guerre froide sans tirer un seul coup de feu. Et il ne faut pas oublier qu'il y a en moyenne 180 000 troubles civils en Chine chaque année, qui sont généralement des manifestations contre la corruption du Parti communiste local et leur système de justice arbitraire et capricieux. Eh bien, ces manifestants savent-ils que d'autres manifestants existent? Non, parce qu'ils sont atomisés. Ils sont atomisés. Lorsque le dramaturge dissident, qui est devenu le premier président post-communiste de la Tchécoslovaquie, est venu pour une visite d'État aux États-Unis, est-il allé au département d'État pour les remercier de toutes ces réunions au sommet et de ces accords de contrôle des armements? Non. Il est allé à Voice of America et les a remerciés. Le premier président non communiste de la Pologne post-communiste est venu aux États-Unis. On lui a demandé quelle importance avaient Radio Free Europe et Voice of America pour l'émergence et la survie du mouvement Solidarité, qui, pour ceux qui ne le savent pas, était un syndicat indépendant qui réclamait un changement politique radical en Pologne. Quelle importance avaient ces radios? Il a répondu: y aurait-il de la vie sur Terre sans le soleil? Les cadres de la politique étrangère ne comprennent pas cela, donc il y a des choses que nous pouvons faire. John Lenczowski, c'était un réel plaisir de vous recevoir dans l'émission. Cela a été un plaisir d'être ici. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler de toutes ces choses, donc merci. Merci à tous de nous avoir rejoints, Dr. John Lenczowski et moi-même, Yann Yekelek, pour cet épisode de American Thought Leaders.